J'ai pas réussi à arriver à temps et j'ai pas mis forcément la caméra parce que j'ai le sandwich à portée de la bouche. Donc je vous écoute a attentivement. OK, Mais je suis ça bien là. marche. Pas de souci, bon. Et bah, bon appétit en tout cas et puis Merci merci de nous bien. avoir, rejoints. Donc voilà un petit peu le principe, et pour rappel, j'avais relu un petit peu mes notes, moi, de la première réunion sur ce sujet et c'est vrai qu'il y avait et ce qui était remonté, c'était finalement ces outils, de diagnostic entreprise, label, outil diagnostic référentiel et cetera. C'était plutôt des outils un peu de mesure pour donner une espèce de, bah, de photo, d'image, une photographie d'une entreprise à un instant T. Et en fait, il y avait plusieurs modèles. Alors, il y en avait qui avaient été déployés par les clusters, et donc du coup, il y en avait qui étaient adossés à des référentiels, existants, type AFNOR et cetera. Et puis après, il y avait aussi tout ce qui était question de comment est-ce qu'on le déploie, comment est-ce qu'on l'anime? Est-ce que c'est très individuel auprès d'une entreprise? Est-ce que c'est déployé par vous plutôt en collectif? Le financement, comment ça se passe? Je sais que Clémentine, toi, de ton côté, tu as des financements de la région qui permettent aussi potentiellement d'aller chercher des fonds pour permettre aux entreprises d'accéder à des démarches RSE. Voilà. Donc, sentez-vous libre de prendre la parole, peut-être, refaire aussi un petit tour de qui est quoi, parce qu'on a fait des présentations tout à l'heure entre Aquavalley et puis, l'équipe du pôle Hippolia. Mais c'est vrai qu'entre, Juliette Néopolia et puis Christophe, Rossima, voilà, c'est peut-être pas encore tout clair pour tout le monde. Donc, qui veut prendre la parole, commence. Moi, je te corrige, c'est pas Aquavalley, hein, mon pôle, c'est Dream. Pardon, Dream, Mais excuse-moi. en effet, la confusion, elle est vite faite parce qu'on est 3 pôles fondateurs de France Water Team. Et que Donc Émilie là, c'est mon d'Aquavalley logo. Voilà. France doit être là. Water Team, c'est le pôle de compétitivité donc qui est adhérent à France Cluster. Et c'est pour la filière eau. Mais on est 3 pôles en région. Donc moi, je suis à Orléans, à Dream. Ouais. Et l'homologue, c'est Aquavalley, en effet. Et donc, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont, eux, à Montpellier. Et il y en a un autre dans le Grand Est qui s'appelle Hydreos. Et nous, on réunit 500 structures, donc avec un gros panier de PME, enfin comme vous tous, innovantes sur la filière eau. Voilà. Ah oui, et moi, c'est Clémentine Nenner et je travaille comme responsable marketing et développement à l'international des membres. Et depuis 2 ans, je pilote aussi toutes les actions RSE du pôle. Voilà. Et sur la question alors des outils diagnostiques, etc. Et oui, tu C'est quoi parlais un de. petit peu Donc, ouais, nous, si on s'y est mis il y a 2 ans, c'est parce qu'effectivement, on a eu des remontées de besoins des adhérents. Donc assez éparses, hein, des niveaux de maturité qui sont hyper différents, des gens qui ne savent pas ce que c'est que RSE, mais ils se disent tiens, ça a l'air d'être un truc intéressant. ODD, de quoi on parle? Donc voilà, qui sont dans un premier niveau de besoin d'acculturation. Des gens qui sont très avancés, qui ont déjà mis en place plein de trucs depuis plusieurs années. Donc voilà, donc c'était intéressant, nous, de comprendre un petit peu à qui on avait affaire, nous-mêmes aussi de monter en compétence sur ces sujets, et puis de comprendre les acteurs en région. Donc nous, on est une petite région, la région Centre-Val de Loire, c'est 6 départements, mais néanmoins, elle est très progressiste sur les sujets d'innovation. Et elle finance un accompagnement collectif RSE depuis plusieurs années maintenant, je ne saurais pas au moins 6 ans, qui est donc piloté par l'AFNOR. Et l'AFNOR accompagne une dizaine de boîtes tous les 2 ans, je crois, à peu près, dans une petite promo collective pour monter en compétence les entreprises qui le souhaitent. Alors, pas que de ma filière, hein, évidemment, c'est tout le territoire. Et donc là, cette année, ils ont de nouveau le financement, donc ils poursuivent l'effort. Et voilà, donc c'est très autour du processing, on va dire, AFNOR. Mais en même temps, ce sont eux les premiers de cordée. C'est eux qui ont monté la norme ISO 26000 en 2010. Et après, tous les autres labels qu'on avait évoqués la dernière fois sont quand même un peu des copies, des bonnes copies de ISO 26000. Non. Enfin, non, mais je caricature, mais en gros, l'AFNOR est quand même le centre de ressources français principal. Au niveau, alors après, je pense que quand même maintenant, les Bicorp, Lucie, tout ça, c'est des gens maintenant qui sont très compétents. Mais voilà, nous, en tout cas, c'est AFNOR, notre référent sur le territoire. Et on a aussi un autre cluster qui est peut-être adhérent à France Cluster, qui s'appelle NECOE, qui est sur l'innovation des services et sur notamment l'économie de la fonctionnalité de la coopération et qui œuvre aussi sur le territoire depuis plus de 10 ans
pour accompagner nos entreprises. Donc, nous, on travaille en partenariat avec ces 2 structures de manière assez étroite pour monter en compétence notre réseau, très simplement. Mais on n'en est pas du tout à l'accompagnement collectif ou en propre, hein, je m'entends. Donc, on en est là pour le coup. OK. Donc tu veux dire que le paysage est déjà bien rempli par, typiquement l'ISO 26000, c'est ça qu'AFNOR il déploie quand on Enfin, en parle de fait, l'ISO diagnostic, c'est eux 26000, qui c'est une sont norme, hein, c'est une norme qui est une grosse bible, c'est 125 pages avec toute l'ossature ce qu'ils appellent les questions centrales, avec toute la déclinaison des domaines d'action, de ce que tu peux faire en termes de bonnes pratiques au sein de ton organisation, quelle qu'elle soit. Donc après, c'est comme un immense dictionnaire où tu viens piocher les bonnes idées si tu veux. Après, il faut, pour avoir la labellisation, je crois que c'est label engagé RSE, là, il faut te faire évaluer par des évaluateurs AFNOR. Ça t'obtient une cotation et qui te donne un degré de maturité. Donc, je crois que c'est un système de cotes, de notes. Là, c'est une autre démarche. Et après, si tu veux mettre en place la RSE au sein de ton organisation, ça s'appuie, oui, sur la norme. Dans les techniques AFNOR, hein. Après, moi, je ne suis pas une pro non plus, mais c'est ce que j'en connais, ce que j'en ai compris. OK. Et du coup, il y a des entreprises de ton réseau qui se sont adossées sur cette démarche régionale, J'en connais dans le réseau France Water Team, donc à l'échelle nationale, notamment Frankish. Eux, ils sont labellisés RSE. Ils ont même le Golden, tu vois, la marque la plus haute. Donc, c'est qu'ils sont très, très bien classés. Et tu dois te réinventer tous les 3 ans, hein. Ce n'est pas pour la vie. Donc, il faut quand même bien tenir ces pratiques. Donc voilà, c'est eux que je connais et qu'on fait intervenir maintenant, c'est un peu nos premiers de cordée avec le label RSE engagé. Après, moi, j'ai des entreprises qui ne souhaitent pas être labellisées et pourtant qui ont des très jolies pratiques de RSE. Donc c'est un parti pris aussi qui est propre à chacun, hein, évidemment. Donc, tu vois, je t'en ai parlé, on fait un atelier le 28 avril. Et là, on a 2 interventions de bon niveau avec des structures qui n'ont pas encore de labellisation et pourtant qui sont très, très en avance de phase sur la RSE. OK. Voilà. Donc après, ça, c'est vraiment une démarche, ça peut servir de levier de changement en interne, ça peut s'adosser à des professionnels. Je peux comprendre complètement la force de faire venir les évaluateurs AFNOR. Enfin, ça dépend aussi de ton budget, enfin, ça dépend de plein de paramètres, de ta taille d'entreprise, de ton niveau de maturité. Donc, de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment propre à la gouvernance de chaque organisation de mettre en place cette dynamique ou pas. OK. Mm. Comment ça vous fait réagir chacun? Est-ce qu'il y a de la demande d'entreprise? Est-ce que le terrain est aussi bien pris? Ouais, vas-y Christophe. Ouais, moi, alors, je voulais juste rebondir sur cette thématique, en fait, justement, de pilotage AFNOR, d'accompagnement AFNOR. Nous, en fait, sur l'ensemble de notre filière d'activité, on avait déjà fait, en fait, un petit sondage sur les démarches, en fait, autour de la RSE, que ce soit, en fait, sur du calcul d'impact, la réduction d'impact environnemental, donc ce qu'on appelle le management au sens large, management environnemental, l'éco-conception, etc. Nous, c'était pas vraiment l'AFNOR, en fait, les interlocuteurs privilégiés. Alors, sur notre territoire ou de manière, en fait, générale, c'était plutôt, en fait, je pourrais vous en parler, l'ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine, en fait, chez nous, la région directement, où maintenant, en fait, et depuis ce matin, là, je l'ai appris, la BPI qui met en place, en fait, un certain dispositif sur le territoire. Je pourrais vous en parler dans le cadre d'actions collectives ou individuelles, d'ailleurs. Mais sur la partie AFNOR, donc le petit sondage qu'on avait fait auprès de nos entreprises, c'est que c'était hyper administratif, juridique, hyper chronophage. Il fallait en fait vraiment avoir des personnes dédiées en fait justement sur les process de normalisation ISO. Donc c'est de la normalisation qualité hein, et avec les audits réalisés par l'AFNOR. Et donc du coup, nous, on avait le plus gros groupe en fait de notre filière qui était labellisé en fait, qui avait la norme ISO et qui se faisait auditer par l'AFNOR. Ils l'ont gardé pendant 3 ans. Après, c'était vraiment, ils Ouais. préféraient mettre en avant tout un tas d'initiatives en interne sans forcément pouvoir en fait communiquer sur une norme, mais en communiquant sur les mesures. Et encore, voilà, en ayant un peu peur en fait justement du greenwashing. Donc, ils communiquaient très peu, mais de mettre en place en fait tout un tas d'initiatives plutôt que d'afficher en fait vraiment le label ISO. Donc ça, c'était pour la partie AFNOR et l'expérience qu'on avait en fait nous vis-à-vis de notre filière, où en gros on nous disait un, ça va coûter plutôt cher. Deux, la certification qualité,
C'était pour pouvoir en fait avoir une traçabilité des relais directs avec des fournisseurs particuliers à qui on pourrait nous-mêmes en fait imposer un peu d'avoir cette norme ISO. Mais au final, il faudrait qu'on flèche en fait une personne ou des dessus en fait sur ces documents administratifs, sur les procédures et sur les dispositifs presque à l'année. Donc c'était trop chronophage. Donc ça, c'est le retour en fait que Mmh. je pouvais Non, faire c'est sur la partie ISO. intéressant, mais je pense qu'effectivement, là, ça doit être assez lourd administrativement Ouais. en termes de Et alors, process. juste pour vous parler donc, des dispositifs, nous cette année, donc, on a mis tout un tas on voudrait poursuivre en fait l'engagement qu'ont fait des entreprises de notre filière sur l'économie circulaire et la RSE et notamment dans la mise en place en fait de workshops. J'en ai parlé, je crois, la dernière fois, rapidement. Des workshops spécifiques en fait allant du plus général, c'est-à-dire, l'aspect réglementaire juridique avec la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec nous la mise en place, la structuration de la filière REP, responsabilité élargie, des producteurs, sur les thématiques d'ASL notamment, articles de sport et de loisirs donc qui vient d'être validé en 1er janvier 2022. Donc, tous ces aspects réglementaires-là, du plus général au plus spécifique, et on avait choisi, donc on est passé par les modes de consommation, les nouveaux modes de consommation, les alternatives en fait en termes de biomatériaux, bioressources, et jusqu'à l'éco-conception appliquée sur des thématiques textiles, chaussures, produits techniques, etc. Donc, on a à la fois pris des prestataires spécialisés, des experts, et on a eu en fait un succès fou là avec ces programmes de workshop. On a été contraint de le faire. Au début, on voulait le faire en présentiel. On a été contraint de le faire en distanciel. Et au final, ça a été encore mieux, puisqu'on a des gens en fait, qui se sont connectés de nos boîtes de partout, d'un peu partout en France, et voire même en Europe. On avait des gens du Portugal et de l'Espagne, même si les prestataires, les experts qu'on avait pris, en fait, c'était du 100% français. Donc bon, on a eu des gens d'un peu partout qui étaient intéressés par ces thèmes-là. À savoir qu'en fait, on avait un cofinancement qui était appliqué, nous, par le conseil régional pour le financement en fait, de ces workshops et le, Oui. et le, et le choix en fait, de ces deux prestataires experts, hein, et que le reste, en fait, on le faisait cofinancer par nos entreprises qui y participaient. Donc, il y avait un ticket d'entrée, fonction de la taille de l'entreprise et du chiffre d'affaires, et ensuite, elles pouvaient nous envoyer sur le programme des 5 gros workshops dans l'année autant de personnes de l'entreprise qu'elles souhaitaient. Donc, voilà, on a eu en moyenne entre 70 et 100 personnes en fait, sur chacun de nos workshops avec des chefs produits, des responsables supply chain, des marketing managers, etc. Donc ça, c'était super intéressant. Je pourrais vous parler et vous donner quelques infos sur les thématiques en fait RSE. Donc on reconduit nous cette année et en fait dans l'aide qu'on pouvait solliciter, donc là on a eu cette aide de la région qui est reconduite en fait, mais sur l'aspect développement économique, je dirais. Et on a sollicité l'aide de l'ADEME qui nous a dit, bah ok, sur une OP collective, via le cluster de ce type-là, nous, on pourrait aider. Donc, cette année, en fait, on a l'ADEME qui va accompagner à la fois le financement et la recherche d'autres experts sur des thématiques de workshop. On va en faire 4 ce coup-ci. Et le dernier dispositif dont je parlais, c'est-à-dire qu'en fonction en fait, de solutions ou de GT annexes qui peuvent se faire en fait, indépendamment de notre gros programme de workshop pour l'ensemble de nos entreprises, on a donc eu la surprise d'avoir accès à des dispositifs de BPI France, et notamment en fait un dispositif qui s'appelle le diagnostic décarbonation et qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait il peut être pris en compte dans le cadre d'une opération globale du cluster. Donc nous, voilà, en fait, on va mettre un GT, réduction d'impact environnemental des entreprises, donc calcul d'impact et après derrière les démarches pour pouvoir les aider, accompagner d'experts pour pouvoir les aider en fait à être meilleurs. Et ça peut être en fait justement accompagné par BPI. Et jusqu'à les échanges qu'on a, c'est 50 à 60% en fait du coût au global. Et donc, on peut nous le mettre en place en tant qu'opération filière. Et BPI arrive en fait et accompagne l'entreprise en individuel. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler la thématique de ton pôle? Excuse-moi. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'avais la bouche pleine. Je vais encore laisser mon sandwich ici. Non, non, mais... C'est Eurocima, donc ça veut dire European Surf Industry Manufacturers Association. Je regroupe en fait les entreprises de glisse et d'action sports en Europe. Donc ça va des porteurs de projets, start-up, jeunes créateurs d'entreprises, des distributeurs, des agences de conseil en communication spécialisées, boîtes de prod audiovisuelles, agences médias, jusqu'aux grands groupes Quicksilver, Rip Curl, Billabong, Roxy, Volcom, Oxbow, O'Neill. Voilà, on a 200 adhérents en fait dans 7 pays européens, mais une grosse majorité sur le Sud-Land Pays Basque, donc en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Ok. OK.
Dans ce que tu dis, c'est que finalement, toi, tu as complètement abandonné les normes, les référentiels, etc., auprès de tes boîtes pour répondre spécifiquement sur des Ouais. workshops, ce qui permet de cibler aussi ton secteur, les Oui, parce acteurs, qu'en les fait, besoins. on était bien en avance, nous, en fait, par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place un label, on a créé un label qui s'appelait le label EcoRide avec Ah l'ADEME et oui, avec la région en 2008, qui a bien cartonné jusqu'en 2016, où on avait plus d'une vingtaine de boîtes qui sollicitaient, en fait, tous les ans, même un peu plus parfois. Donc, on avait, je pourrais vous l'envoyer, en fait, une démarche d'amélioration continue, 45 critères, etc. Et on travaillait sur trois points d'ancrage. Le management environnemental, donc la réduction d'impact, avec évidemment en fait donc du calcul, hein, il y avait du bilan carbone, de la CV, etc. Deux, la partie éco-conception produit, et trois, toute la politique générale d'entreprise, donc en fait financement d'ONG, d'actions spécifiques, etc. Et donc c'était évalué donc on avait des prestataires en fait spécifiques qui nous accompagnaient là-dessus, des experts. Mais à un moment donné, en fait, ça a commencé en fait à se tarir, à être un petit peu compliqué à animer, non seulement parce qu'on n'a pas une mmh, équipe énorme en fait au sein du cluster, mais surtout parce que nos entreprises trouvaient qu'il manquait la dimension. Donc on a stoppé en fait en 2017 à peu près, parce qu'il manquait la dimension sociale, sociétale ouais, dans l'aspect RSE. Et dans ce cadre-là, donc on a décidé d'arrêter le label en tant que tel, en fait, développé, piloté par Eurocima, et qu'après, d'ailleurs, nous, on partageait à l'OSV, par exemple, à Outdoor Sports Valley, en fait, à Annecy, qu'on a accompagné en création, l'Atlantic Cluster plus récemment, etc., qui était sur des thématiques, en fait, de management environnemental. Mais on a décidé plutôt en fait d'aller accompagner les entreprises selon leurs besoins spécifiques, et si elles, les entreprises, souhaitaient adhérer en fait à tel ou tel label, de pouvoir en fait soit les mettre en relation ou les accompagner en fait en direct grâce à nos sessions thématiques pour pouvoir en fait aller se faire labelliser. Et là, mmh, le dernier exemple en fait, c'est ce que Clémentine expliquait tout à l'heure, c'est Bicorp qui pour nous en fait a fait une entrée fracassante il y a 4 5 ans déjà, mais par contre aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises qui veulent être Bicorp et qui nous demandent de l'aide. Voilà, pour d'accord, arriver à évaluer enfin, à atteindre en fait l'ensemble des objectifs de l'évaluation Bicorp, quoi. OK. Donc oui, au niveau cluster, on a un peu abandonné le STEMP ou la labellisation globale, mais par contre, on les aide en fait à accéder à leurs besoins et à leurs demandes en fonction, un, de la taille de l'entreprise, et deux, de leur cible prioritaire. OK. Comment ça vous fait réagir? Et pour la petite parenthèse, on a un cluster, sur le numérique, alors qui est pas forcément dans les démarches RSE, mais qui lui a un positionnement assez intéressant pour permettre, un accompagnement. En fait, il facture de l'accompagnement un peu comme un cabinet de conseil, bon, sauf que c'est très particulier parce qu'il répond à un appel à projet de la région et puis donc il a pas ces histoires de concurrence et cetera. Mais, il accompagne ces entreprises sur, de la réponse à des appels à projets régionaux. Donc ça peut être aussi, sur des dispositifs de Bicorp, par exemple. Et hem et en fait, alors c'est pas sur de la RSE, c'est sur autre chose, mais il a cette démarche, d'accompagnement, de prestation, enfin ça il voit ça comme une opportunité, en fait. Voilà, ça pourrait être aussi le cas, sur du Bicorp, pour accompagner les entreprises. Mais bon, comment Ouais, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, nous, on a ces process, je le disais, de mise en relation, de choix des prestataires, d'identification des thématiques auprès de nos adhérents. Et on organise en fait le programme, l'animation, mais par contre, en fait, on ne prend pas de cofinancement. C'est-à-dire que pour l'équipe exécutive et pour le fonctionnement, on y réfléchit en fait pour l'année prochaine, vu le succès en fait justement des dernières sessions. Mais à ce jour, ce qu'on voulait, c'est que le cofinancement privé soit à la hauteur en fait justement du cofinancement public à minima, pour pouvoir payer les prestataires à la hauteur de leur travail, quoi. Donc, on y réfléchit aussi, mais sans vouloir apparaître en fait comme un prestataire, mais plutôt comme une instance de coordination de réponse à un besoin identifié, collectif. Et donc, mmh. ben, dans ce cadre-là, la coordination, ça a un coût, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, bah, lui, c'est ça, mais au-delà de la coordination qui a effectivement un coût, lui, il affiche vraiment, une compétence et une expertise d'accompagnement sur des projets, d'innovation et de financement. Lui, c'est sa spécificité et pour le coup, il a absolument pas de souci à accompagner de manière individuelle ces entreprises, quoi. Ouais. Mais bon, c'est encore un contexte assez spécifique. Comment ça vous fait réagir, Agathe, Marie, Juliette? Vas-y, Marie. En fait, nous, alors, on est vraiment beaucoup moins avancé que ça. On est à la remontée des besoins de nos Voilà, membres. exactement.
Et en fait, on s'est aussi posé la question parce que certains de nos membres nous ont sollicité, par exemple, pour des mesures d'impact carbone dans la fabrication de sel ou des choses comme ça. Et donc, on a commencé à se dire qu'il y avait un besoin du terrain et de nos entreprises qui arrivait. Donc, on commence à essayer de former l'équipe à tous ces aspects RSE et nous aussi au niveau de la région. L'ADEME en fait souhaite financer, enfin cofinancer une ressource mutualisée justement pour les pôles et filières afin de nous accompagner sur cette démarche-là et proposer du coup un accompagnement un peu plus expert à nos entreprises. Donc on va normalement s'engager là-dedans. À côté de ça, nous on travaille avec aussi un organisme qui est le Conseil des Chevaux de Normandie, qui eux ont un label en fait, un label RSE qui s'appelle le label Écuresse destiné aux structures équestres à proprement parler. Et l'idée ce serait de faire évoluer en fait ce label plutôt pour du coup les industries cette fois de la filière équine. Donc on va aussi avoir un accompagnement sur cette partie-là. Mais voilà, aujourd'hui, on a plein d'idées, mais on est vraiment en train de recenser les besoins et un peu structurer l'offre de services qu'on va pouvoir proposer à nos membres autour de ce sujet-là. Ok. Ça marche. Et il y a de la demande sur le label? Enfin, c'est une demande qui ressort un petit peu ou vous avez peut-être pas encore avancé dans l'enquête que vous êtes en train de déployer? Les entreprises veulent quoi? Veulent se sensibiliser, se former, être labellisées? Enfin, qu'est-ce qui... Ça va faire partie effectivement des besoins à identifier. Après, on a certains membres qui s'organisent déjà pour avoir des sortes d'étiquettes environnementales, on va dire, pour pouvoir comparer les produits d'une même catégorie avec les leurs. Donc, il y a quand même cette démarche qui semble leur faire envie. Enfin, en tout cas, ils s'orientent quand même vers ces affichages RSE. Et dans un premier temps, ce serait déjà de les sensibiliser aussi. Pour ceux qui Alors, ne sont pas du tout dans la démarche. là-dessus, en fait, si je puis me permettre, il y a une chose en fait qui va vous aider énormément à aller plus vite et plus fort dans la réponse en fait à leurs besoins, c'est l'aspect réglementaire. J'en parlais tout à l'heure. En fait, nous, on a eu des contraintes là qui sont tombées avec la loi AGEC, c'est-à-dire l'obligation en fait de structurer la filière REP, etc. Et on travaille beaucoup. Forcément, il y a un gros pourcentage en fait des entreprises du chiffre d'affaires des entreprises de notre filière qui est sur le lifestyle, la mode, le textile, la chaussure, etc. Et en fait, l'éco-organisme qui structure les mises en marché de ces produits-là s'appelle Refashion, en fait, anciennement EcoTLC. Donc, il y en a dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de filières et beaucoup de clusters. En l'occurrence, en fait, donc sur la dimension textile ou de produits en fait apparentés textiles. Et en 2023, 1er janvier 2023, il y aura l'obligation de l'affichage environnemental avec l'impact environnemental sur tous les produits textiles imposé par la loi, par Refashion. Et la même manière, sur les produits techniques et accessoires, où là, en fait, on ne parle pas forcément, en fait, justement de textile, mais toute autre typologie de produits. On parle également, en fait, de 2023, avec des aspects réparation, revalorisation obligatoires, en fait, en termes d'affichage sur mi-2023. Donc ça, quoi qu'il arrive, en fait, les entreprises vont revenir vers vous relativement vite, donc sur des aspects réglementaires, parce qu'elles seront contraintes et forcées de s'y conformer. Ouais. Oui, c'est sûr. Et je complète parce que les jauges, elles descendent. Avant, c'était quasiment que pour les entreprises cotées, toutes ces, on va dire, contraintes réglementaires. Mais maintenant, toutes les jauges descendent à 250 salariés. Donc, on va vite tomber sur beaucoup de boîtes de nos réseaux et voir pour certaines normes, c'est à 50 salariés. Donc, en fait, la RSE va s'infuser très, très vite partout, quoi. Ouais. Ça, c'est les normes européennes. Globalement, ça décline sur toute la France très vite. Ouais, bah ça, c'est un constat effectivement partagé, quoi. Et qui, ouais, effectivement, autant aller à l'essentiel, comme tu dis, Christophe. C'est sûr que c'est pas y aller par quatre chemins, quoi. S'il y a des obligations, ça parlera à tous, quoi. Autant se focaliser là-dessus dans un premier temps pour nous, quoi. Ouais. Juliette, est-ce que tu veux, ça te fait réagir? Tu veux partager un peu ce qui se passe chez Néopolia? Nous, on est également au premier balbutiement de la démarche d'accompagnement RSE. Enfin, d'accompagnement déjà, à savoir si on va vraiment rentrer dans une démarche d'accompagnement ou uniquement de sensibilisation, d'information.
Pardon. En effet, on a des membres qui, ont déjà, une manière, de traiter les causes environnementales, déjà très intégrées dans leur process, d'entreprise, Tu dans peux leurs nous redire industries. Neopolia, Ah oui. le secteur peut-être pour tout le monde? Ouais. Alors Neopolia, donc on est une, association, en région, Pays de la Loire, et on est dans le secteur industriel. On a 5 clusters, donc marine, énergie, énergie marine renouvelable, aérospace et mobilité terrestre, et donc on a pour objectif, on fait principalement des PME, ETI. Et l'objectif de notre objectif, c'est de permettre, du business additionnel pour nos membres sous la forme collaborative. Donc, voilà, Mmh. répondre à des appels, d'offres, de manière collaborative, structurer, des offres et et réunir nos membres sur, un même projet. Hem, donc, oui, on constate qu'on a déjà pas mal de membres qui sont déjà impliqués, dans ces démarches-là, sans trop forcément se le dire ou mettre de nom dessus, d'étiquette dessus. Et que c'était on s'est aperçu que c'était un sujet qui questionnait beaucoup, et donc on est pareil dans la première démarche, lors de notre assemblée générale, on va aborder le sujet en faisant intervenir, 2 experts, heu, pour, faire une première sensibilisation, remonter les intérêts de nos membres pour ensuite avancer, on ne sait pas trop encore comment, mais on verra. En effet, je partage le point de vue sur les workshops. Nous, on fait pas mal de workshops aussi, et c'est un format qui fonctionne bien. Donc je prends note, des expériences de chacun, et c'est vrai que ça pourrait être, une première manière de lancer un peu, le travail avec nos membres. Mmh. Hem, Est-ce que, je sais pas là par exemple donc il y a quand même, en termes de je sais pas de méthodos ou d'outils qui seraient intéressants de partager ou dont vous auriez besoin. J'ai noté, Christophe, que tu pouvais éventuellement nous envoyer de l'info sur ton label avec les différentes, rubriques, tu sais sur, la démarche Sur, environnementale, sur ce qu'on avait mis l'éco-conception, en tout place ça. avec le label EcoRide. Ouais, est-ce que ça peut être Ouais. je sais pas, une ressource Ouais, partageable de ouais, ton mais en côté? fait, j'ai un dossier en fait en PDF de bilan. Ce qu'on avait voulu faire, c'était pour le compte de nos entreprises qui avaient un petit peu de mal à communiquer elles-mêmes en fait sur les éléments. On avait fait en fait les grandes lignes en fait de l'évaluation EcoRide, un aspect méthodologique en fait avec reprise des principaux critères, et après on avait mis en valeur en fait juste quelques bonnes initiatives. Une initiative particulière en fait par entreprise, donc une sur les produits, une sur le siège social, une. Donc c'est un petit PDF en fait justement qui peut être partagé comme ça sans problème, donc je pourrais vous l'envoyer. OK. Est-ce que on a parlé aussi d'enquête de besoins. Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, est-ce que vous avez des trames d'enquête? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous servir? Des trames d'enquête, des trames de taux de satisfaction enfin, voilà. Je suis preneuse si vous avez des trames d'enquête pour que je pense que dans l'idée, c'est qu'on se tourne au bout d'un moment vers les membres pour vraiment savoir ce que eux souhaitent, leur proposer quelques idées, mais que eux nous disent vraiment s'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, il y a cette possibilité en fait d'enquête. Souvent, ce qui est plutôt intéressant en fait, c'est un Google Form, etc., avec quelques personnes clés en fait identifiées dans l'entreprise. Et ce matin, justement, dans l'échange que j'ai eu avec nos homologues là de l'OSV, en fait, d'Outdoor Sports Valley, qui regroupe les entreprises de l'outdoor et de la montagne en fait en Rhône-Alpes. Donc, je discutais. Alors, je sais pas, Élise, toi, tu connais hein, Boris, Boris, ouais. Benjamin et Guillaume. Donc, c'est Boris et Guillaume, les responsables en fait de l'innovation d'un côté et de la partie développement durable. Et ils m'ont dit que cette année, pour identifier clairement les besoins, les attentes et engager en fait les entreprises autour de la RSE, ils ont mis en place en présentiel, alors c'était intéressant, en fait, des ateliers d'intelligence collective et d'innovation collective, collaborative. Donc, ils ont réuni en fait justement dans une salle RSE, en gros, les grandes thématiques, les sujets prioritaires, ceux qui le sont un peu moins, etc., etc. Et derrière, en fait, ils ont laissé libre les entreprises en fait, en fonction de chacune des thématiques, de se diviser en sous-groupes. Et ils sont partis sur 3, 4 sous-groupes Okay. dans lesquels les entreprises en fait se sont intégrées parce qu'en fait, ça venait de leurs propres idées, de leurs propres projets, de leurs propres urgences. Et aujourd'hui, il m'a dit en fait, les sous-groupes travaillent
très bien, se réunissent, alors souvent en fait en visio, etc. Et avancent en fait sur de l'échange de bonnes pratiques. Et du coup, il y a des remontées d'infos, donc de besoins sur des thématiques clés qui remontent des sous-groupes, des 3 sous-groupes, Ah, auprès mais du cluster en leur demandant en fait soit un accompagnement, un financement, un prestataire, etc. pour les aider là-dessus. Donc il m'a donné quelques petits exemples il doit me faire passer là en fait un email aussi avec les thématiques développées dans les différents sous-groupes. Mais en gros, au départ, il a fait ça. Enfin, ils ont fait ça, ils ont ok. mis ça en place. Et là, ça fait ça fait quelques mois que les sous-groupes sont presque autonomes et les thématiques en fait sont connues et les sous-groupes en fait remontent pour leur demander leurs besoins. J'allais te demander, Ouais. est-ce qu'ils continuent à animer les ateliers ou est-ce qu'ils ont animé les Ouais. ateliers au début et maintenant ils sont un peu plus autonomes Non, maintenant, ils veulent réunir à nouveau en fait l'atelier collaboratif pour faire un petit update en fait dans chacun des sous-groupes, voir comment ça a avancé et voir s'il n'y a pas en fait des V2 à mettre en place ou Ok. d'autres sous-groupes à développer. Et c'est pris par 2, 3 boîtes en fait justement qui se disent bah, cette thématique, nous, elle nous intéresse, qui veut venir? Et voilà. Et c'est plutôt intéressant parce que nous, on a aussi réussi à travailler comme ça pendant une période, mais uniquement sur ces thématiques environnementales. Et ça Mm. s'est un peu estompé parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont arrivées, qui ont dû être prioritaires à un moment ou à un autre. Et eux, comme nous, en fait, on a échangé là-dessus ce matin, ont essayé de le développer sur tout un tas d'autres activités. La partie formation, la partie en fait observation économique, veille, intelligence éco, la partie etc., etc. Et au final, c'est super compliqué sur toutes les autres thématiques. Et par contre, ils sont revenus en fait justement avec cette thématique RSE en se disant intelligence d'innovation collaborative collective en fait autour de cette thématique de la RSE. Et c'est parti, ça a désinhibé les gens et les thématiques sont arrivées en fait toutes seules et les gens en fait ont voulu s'engager. Donc c'est que ça doit être le bon moment, je Ouais. pense. Et ça veut dire que c'est plus facile sur cette thématique que sur plein d'autres pour pouvoir en fait faire en sorte que les gens prennent les sujets à bras le corps. Ok. Nous, on le constate et eux aussi. Et eux, par contre, ils ont choisi cette formule-là, donc je voulais partager avec vous. C'est intéressant. Ok. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux partager sur le sujet d'aujourd'hui, donc les outils vraiment de diagnostic, c'est vrai que le France IT, qui était le réseau national des clusters du numérique, qu'on a animé à l'échelle de France Cluster pendant quelques années, avait déployé, pareil, très en amont, à partir de 2007, je crois, 2006, un label, et le label, en fait, s'est fait un label en propre. Et donc, et le label s'est fait manger parce que là, dans les 5 dernières années, il y a eu des gros acteurs avec des gros moyens de financement qui se sont un petit peu imposés partout et qui ont saisi l'opportunité de toutes ces obligations réglementaires qu'on voyait émerger. Et du coup, animer en interne une démarche comme ça, en tout cas de labellisation, etc., c'était beaucoup trop chronophage. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis justement, d'inventer des nouveaux formats, les workshops, les réunions d'intelligence collective, parce que ça permet au cluster d'aller chercher du financement pour faire son job sur l'animation collective. Et puis de faire, pourquoi pas, de l'accompagnement aussi un petit peu individuel derrière selon ce qui remonte, quoi. Et alors, je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais c'est super, super difficile en fait d'animer au quotidien, d'identifier les besoins des entreprises. Si là, en l'occurrence, sur une thématique chapeau, ce sont les entreprises derrière en fait qui prennent l'animation en fait et la gestion de leur sous-groupe, c'est génial quoi. Ah bah c'est confortable. Mm. Et tu pourras nous envoyer là le truc de décarbonisation, enfin le diag BPI. Ça peut être Ouais. Alors, décarbonisation. Ouais. Ouais, ça pareil, je l'ai évoqué en fait avec OSV. Eux, ils ont d'ores et déjà réussi à signer une convention en fait avec BPI là-dessus. Nous, on est en cours d'échange. Et sur ces éléments-là de Diag, j'ai une réunion le 5 mai avec le référent en fait Nouvelle-Aquitaine de BPI pour pouvoir en fait passer la deuxième là. Et donc, je pourrais vous envoyer, mais uniquement à partir, enfin, des de plus amples éléments en fait, mais seulement à Oui, de partir de cette précision. date-là. Ouais. Oui, non, pas de souci. Mais effectivement, c'est intéressant voir combien ça coûte à l'entreprise. Enfin, ça peut être Ouais. assez Bah, en règle intéressant. générale, on l'évoquait un petit peu ce matin rapidement, sur un bilan carbone, en fait, stricto sensu pour une entreprise petite ou moyenne, c'est entre 10 et 15 000 euros relativement vite, quoi. Voilà, un bilan carbone, mesure d'impact, etc. Euh, Quand on fait appel en fait à un prestataire. Et là, en l'occurrence, je crois qu'avec cette aigle de Diag et plus accompagnement ADEME, je crois que ça revient même pas à 4 000 euros. D'accord. Ah oui. Voilà. Top. Ok. Merci.
Je le rajoute dans le petit tableau en ligne, là, il y avait un onglet sur la liste des financements possibles. Tu peux rajouter décarbonation, enfin, je sais pas comment tu BPI. l'appelles, le Ouais. BPI, ouais. Ouais, c'est le BPI, diagnostic décarbonation, ils appellent ça. diagnostic Donc de BPI, décarbonation. et puis il y a l'accompagnement de l'ADEME. Et l'ADEME, par exemple, nous, ils ont mis en place des dispositifs sur la Nouvelle-Aquitaine autour de l'éco-conception. Et que ce soit en fait l'identification ou que ce soit la réalisation de projets d'éco-innovation et d'éco-conception en interne. Et je sais que je l'ai envoyé à quelques porteurs de projets, à quelques startups et quelques entreprises en fait chez nous qui travaillent dessus. Et franchement, ils sont assez réactifs, quoi. Ok. Et c'est par région, c'est-à-dire que du coup, il y a une enveloppe par région, entre guillemets, c'est comment c'est géré? Ça, pour le coup, je l'ignore. Je sais juste qu'en fait, l'ADEME, nous, c'est notre interlocuteur régional en fait ici avec qui on échange, en fait, qui nous a dit que sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a un fléchage spécifique sur cet axe-là. Ok, ça marche. Bon, bah, après, charge à chacun de se renseigner, c'est clair. Et puis, effectivement, sur le petit tableau, tu avais déjà mis le cofinancement ADEME, Christophe. Merci. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, moi, je vais devoir vous quitter, par exemple. Mais Ouais, par contre, juste le dernier petit De toute façon, truc, c'est la fin du créneau. voilà. Le dernier petit truc, c'est que je ne sais pas vous si c'est exactement pareil, mais en fait, on a eu la pandémie pendant 2 ans avec tout ce qu'on a connu en termes de pénurie, de souveraineté par rapport à certains produits, etc. Et donc, nous, en fait, on s'est pas mal engagé dans le plan de relance de l'État et dans le plan de relance en fait, qui a été relayé en région autour de la relocalisation de prod. Alors, évidemment, nous, on parle en fait en partie de relocalisation de textiles ou de produits. Et là, en fait, on a de plus en plus de demandes là-dessus. Justement, intégrées dans le cadre de la RSE, c'est-à-dire limiter l'impact environnemental, travailler en fait justement avec des personnes en fait soit en situation de handicap, soit en situation d'éloignement d'emploi. Donc là, il y a tout un tas enfin, c'est une boîte de Pandore là qu'on a ouverte en fait avec ça, où des entreprises se sont dit, bah voilà, moi je veux bien tester en fait une gamme de produits en circuit court, en réduction d'impact environnemental, avec de la prod en fait sur le territoire, de la sérigraphie, conception, fab, etc. Et là, du coup, il y a des entreprises ou des ateliers qui ont été montés, des couturières recrutées, des gens en situation de handicap qui sont occupés de la logistique, etc. Et c'est des trucs qui ont été accompagnés dans tous les sens. État, région, enfin, il y a des dispositifs d'aide hallucinants, quoi, avec Pôle emploi derrière qui, en fait, veut intervenir sur les formations, l'ex-direct, là, la dette qui est arrivée. Et je peux même pas vous dire tous les dispositifs en fait d'accompagnement dont peuvent bénéficier nos entreprises, mais du coup là vraiment on a engagé de manière encore un peu plus importante ce qu'on avait commencé en fait en 2021 sur cette thématique-là. Donc à l'échelle de vos filières, de vos, de vos clusters, je pense que sur la partie RSE, ça peut être une piste. La relocalisation de prod, donc la réduction d'impact avec en fait justement le circuit court qui peut être en fait extrêmement accompagné et qui peut vraiment faire partie des priorités de certaines de vos boîtes. Nous, on a mis le petit doigt dedans et on s'est fait happer là, et ça devient une thématique Génial. hyper forte pour 2023. Génial. Ok, merci. Je dois vous Bon, laisser. merci pour ton partage, Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au Allez, revoir. bon après-midi. Donc, on conclut là, du coup? Oui, tout à fait. Yes. Ok. Bon, ben, Merci, donc je relance Christophe. Enfin, après, on a quand même pas mal d'infos, hein, BPI, de diagnostic décarbonation. Je vous invite peut-être à aller regarder. Si vous manque quelque chose, moi, je pourrais relancer Christophe. On peut faire ça comme ça. Top. Ok? Ok, et j'en profite, là, Elise, tu sais, là, nous, on fait une action le 28 avril qui est gratuite, donc si ça peut intéresser le réseau, le groupe, n'hésitez pas à le faire passer. Enfin, France Cluster a relayé bien assez sur l'action, donc c'est sympa. Je vous le mets dans le chat si vous Accès voulez. au chat, c'est bon cette fois? Non, en fait, Ah j'ai non. pas de chat. Ouais, Non, parce qu'on pas de- fait. Envoie-le-moi, Y a je pas vais faire le relais. On a essayé de bidouiller les paramètres là avant la réunion, on n'y est pas arrivé. c'est Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu le souci. Bah non, mais c'est le lien LinkedIn, hein, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Tu Parce sais, que je du te coup, c'est pour l'avais. inviter les entreprises de tout le monde, hein, c'est ça? Ça peut Bah, être sympa comme si tu veux, action de sensibilisation. c'est pas limitatif à la région Centre-Val de Loire ni à notre réseau, hein, c'est de la RSE, mais c'est deux témoignages de notre réseau sur de la transformation managériale, sur les leviers RSE. Donc, il y a la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel.
Donc ça, c'est de l'industrie. Et enfin, c'est 2 entreprises industrielles. Il y en a une qui est une PME et une qui est une ETI. Mais c'est deux témoignages intéressants. Ok, Ok, super. et ben merci, j'ai reçu le lien LinkedIn, je transfère de suite à Ok, vous deux. Bon, Merci. Super. et ben allez, bonne fin de journée. À bientôt. à À bientôt, bientôt. bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.